Une fille aux cheveux roses avec des cornes, nom de code Coral, rend compte à Sa Majesté des forces du roi démon et d'une faiblesse dans leur programme de garde. Une image holographique d'un homme blond fait l'éloge du travail de Coral, déclarant que la chute du roi démon est proche, et lui demande si son déguisement tient bon. Encadré par un motif orné, Coral confirme avec assurance à l'hologramme qu'il n'y a aucun problème avec son déguisement. Après avoir terminé son rapport, Coral se ressaisit, murmure d'accord, et ouvre une porte pour reprendre sa mission d'infiltration. En ouvrant la porte, elle voit un garçon aux cheveux noirs avec une seule corne et des oreilles d'elfe entrer dans le couloir lumineux. Avec un sourire chaleureux et professionnel, elle accueille de nouveau le garçon à cornes. Le garçon est identifié comme Lord Harris, et il la regarde avec une expression sérieuse dans ses yeux dorés. Tout en aidant Lord Harris avec sa cape, elle l'interroge sur sa leçon de magie, à laquelle il donne une réponse simple et discrète. Tandis qu'elle pousse un chariot à thé, elle commence à lui détailler son emploi du temps pour le reste de la journée. Croyant en privé que sa mission progresse sans encombre, elle informe Harry qu'il a un entraînement à l'épée avec Lord Castor après le thé. Lord Harris l'interrompt, prononçant doucement un nom inattendu, Mira. La servante Mira se tourne vers lui avec un sourire agréable, répondant au nom qu'il l'a appelé. L'air vulnérable et rougissant, Lord Harris demande sincèrement à Mira de se rapprocher de lui. Intérieurement, le côté stoïque de Mira, l'espionne, note que le plan fonctionne, tandis que son apparence extérieure est complètement décontenancée par sa requête. Boum! Son adorable TE accent aigu, écrasante la frappe comme une flèche, brisant son sang-froid professionnel. Après un moment de silence stupéfait, Mira se ressaisit et accepte sa demande inattendue. S'excusant, Mira s'agenouille à côté de lui sur l'élégant canapé. Elle pose délicatement sa main sur sa tête et il la regarde avec une rougeur innocente. Il ferme les yeux dans un bonheur béat tandis qu'elle lui tapote doucement les cheveux. Une vision soudaine et sombre apparaît, identifiant Harry comme le fils du roi démon au milieu d'un paysage en ruine. La vision montre Harry hurlant d'agonie, consumé par un pouvoir sombre, chaotique et terrifiant. Une silhouette sombre et monstrueuse émerge des ténèbres, se demandant pourquoi cela se produit. L'horrible vision se termine par un aperçu d'un Harry froid et menaçant, ses yeux brillants de rouge avec un pouvoir sombre. Lord Harris prend doucement sa main dans la sienne, la regardant avec une affection pure et innocente. Ah, elle est de nouveau frappée par son charme, sentant sa résolution faiblir face à son adorable TE accent aigu écrasante. Submergée par l'émotion, Mira est perdue dans une explosion de cœur rose, complètement désarmée par ses actions. L'histoire revient 1 an en arrière au grand et majestueux royaume d'Adelaria. Un roi blond se tient devant ses agents capuchonnés appelant les noms de code Coral et Jasper. L'empereur Théodore d'Adelaria félicite ses agents pour avoir réussi à détruire 2 sources de magie ennemies. Les 2 agents, un homme aux cheveux roux et Coral, se tiennent ensemble, écoutant attentivement l'empereur. Un ancien parchemin révèle la longue et amère histoire de conflits découlant de la persécution de la race démoniaque par l'humanité. Pour contrer la magie de la race démoniaque, une unité de renseignement clandestine connue sous le nom de Fantôme a été formée au sein du château. La fille aux cheveux roses est formellement présentée comme l'agente de renseignement Fantôme, nom de code Coral. L'empereur Théodore annonce que le moment est venu pour une mission décisive, l'aboutissement des années de travail de leur unité. Les agents capuchonnés bourdonnent d'anticipation, se demandant qui parmi eux sera choisi pour une tâche si vitale. Coral regarde droit devant elle, son expression résolue et préparée à ce qui va arriver. Théodore révèle la mission, infiltrer le château du roi démon en tant que servante, trouver sa faiblesse et rendre compte de tous les mouvements militaires. Lui prenant la main, l'empereur Théodore confie formellement à Coral le destin de la mission et la victoire du royaume. Au contact de leurs mains, une lumière brille et elle révèle son pouvoir secret, la capacité de lire dans l'esprit de quiconque elle tient la main. Un flashback montre une jeune Coral utilisant son pouvoir, surprenant sa mère en révélant un secret qu'elle ne pouvait pas connaître. Comme ses parents étaient des employés du château, sa capacité unique a été rapidement découverte et elle a été recrutée par l'empereur lui-même. Commandée d'utiliser son pouvoir pour la victoire, elle lut dans l'esprit de l'empereur pour y découvrir une obscurité terrifiante et monstrueuse. Dans son esprit, elle vit le visage de l'empereur tordu par la haine pure, alors qu'il jurait de ne jamais pardonner à son ennemi. Malgré ce qu'elle a vu, Coral déclare sa ferme résolution d'utiliser son pouvoir pour la victoire du royaume. Serrant les poings, elle espère en privé que cette dernière mission la libérera de l'obligation d'utiliser son pouvoir comme arme de guerre.
Elle et l'agent aux cheveux roux se tiennent côte à côte, leurs expressions tout aussi sombres et déterminées. L'agent aux cheveux roux et grognant est présenté comme un membre de Phantom, nom de code Jasper. Le flashback se termine, revenant au présent alors que Mira se tient avec sa valise, prête à commencer son infiltration périlleuse. Alors qu'elle s'apprête à partir, la jeune fille aux cheveux roses est arrêtée par la voix de son collègue agent, Jasper. Jasper lui parle d'un ton désinvolte, affirmant qu'il acceptera tout ce qu'elle dira. Un aperçu montre les éléments clés de son parfait déguisement de démon, fausses cornes, crocs et lentilles de contact. Elle lui offre un léger sourire interrogateur, incertaine de son humeur. Jasper la fixe en retour, avec une expression sombre et sérieuse. Dans un moment d'inquiétude, la jeune fille aux cheveux roses se tourne et demande à Jasper ce qui ne va pas. Il écarte son inquiétude, répondant froidement. « Rien. » Il tend la main et retire délicatement un fil de ses cheveux. Elle lui offre un sourire éclatant et reconnaissant pour ce petit geste. La jeune fille aux cheveux roses interpelle Jasper alors qu'il s'éloigne d'elle. Jasper se retourne avec un léger sourire, souhaitant bonne chance à son collègue agent, Coral, pour sa mission. Une sombre pensée consume Jasper, alors qu'il révèle son amertume, convaincu qu'elle l'a toujours gêné. La scène se déplace vers l'imposante capitale démoniaque fortifiée d'Elnat. Une narration explique qu'Elnat est une ville uniquement habitée par des démons, avec le château en son cœur. Avec sa valise à ses côtés, la jeune fille aux cheveux roses s'agenouille devant l'imposant roi démon sur son trône. Elle se présente sous sa nouvelle identité, déclarant s'appeler Mira, originaire de la forêt occidentale. Le souverain est formellement identifié comme l'empereur de la capitale démoniaque Elnat, Sirius. Un démon avec un monocle exprime son désir de servir l'empereur pour le bien de son clan. Un autre démon aux longs cheveux attachés fait écho à ce sentiment, souriant en exprimant son désir de servir. Observant la scène de côté, Lord Harris conserve une expression sérieuse et observatrice. S'inclinant profondément, Mira renforce sa détermination à servir sous le roi démon. Sa mission se délite immédiatement alors qu'elle regarde avec confusion son déguisement jeté, réalisant qu'elle a été démasquée. L'empereur Sirius et son aide observent avec une alarme soudaine. Entourée d'une aura rouge de révélation, Mira lève les yeux en état de choc total, se demandant comment cela a pu arriver. L'empereur Sirius entre en fureur, condamnant l'humaine misérable pour s'être fait passer pour l'un des leurs. Sur son ordre, des gardes en armure saisissent la terrifiée Mira. Un démon furieux à la peau violette ordonne qu'elle soit prise en otage, exhibée devant son peuple et emprisonnée. L'empereur Sirius ordonne d'urgence à ses gardes de l'emmener sur le champ. Alors qu'elle est traînée, les yeux terrifiés de Mira rencontrent le regard froid et silencieux de Lord Harris. Dans un état de pur choc, son esprit hurle d'incrédulité. Un an plus tard, une Mira échevelée lève les yeux du sol d'une sombre cellule de prison. Elle réalise qu'en tant qu'otage, elle a été abandonnée pour le bien de son pays, un sacrifice qu'elle accepte comme le devoir d'un fantôme. Emprisonnée, elle trouve du réconfort en croyant que son royaume a gagné la guerre et que sa mission a été transmise à un autre. Avancée à tâtons dans un couloir sombre, elle croit que la bataille est enfin terminée. Elle imagine la fin de la guerre, avec le roi démon abattu dans sa salle du trône, croyant la nation désormais en sécurité. Dans sa vision, Jasper se tient victorieux en armure alors qu'il est loué pour son succès. La vision se concentre sur le roi démon déchu, un livre rose gisant à côté de sa main. Jasper ramasse le livre et peine à lire la langue démoniaque, déchiffrant des fragments sur le passage du temps. À distance, le seigneur Harry, vêtu d'une cape, observe Jasper examiner le livre dans la salle du trône en ruine. Lord Harris lance un regard rempli de pure haine, criant sur Jasper. Jasper se retourne, reconnaissant le seul survivant comme le fils à corne unique du roi démon avant de tirer son épée. L'homme blond des rapports de Mira se tient, son épée prête, face au petit Lord Harris à l'air vaincu. Dans ces derniers instants, le roi démon mourant, Sirius, murmure le nom de son père. Un pouvoir sombre crépite dans les mains de quelqu'un, tandis qu'une voix demande pourquoi, se rappelant une promesse de victoire faite à un plus jeune garçon. Une image déformée montre le visage de Jasper tordu d'agonie et de confusion. Une violente éruption d'énergie sombre brise le sol de la salle du trône. Jasper est projeté en arrière par la force de la puissante explosion. L'énergie sombre et chaotique tourbillonne violemment avec une force destructive. Harry hurle de pure agonie tandis que son corps est consumé par une puissance sombre écrasante. Une dernière pensée emplie de rage résonne, déclarant que son père avait raison.
La vision se termine avec un bélier plus âgé et corrompu, déclarant que la haine est la seule véritable source de pouvoir. Un puissant tremblement secoue soudainement la capitale démoniaque jusque dans ses fondations. Dans les rues en contrebas, les citoyens s'écrient alarmés, reconnaissant que l'énergie rouge et menaçante provient de la capitale de la magie. De retour dans sa cellule, Mira enchaînée lève les yeux avec une incrédulité choquée, se demandant ce qui se passe. Ses yeux s'écarquillent d'horreur lorsqu'elle réalise que le pouvoir écrasant appartient au fils du roi démon. L'horrible vision prend fin, la ramenant à la sombre réalité du sol du donjon, où le corps de Jasper gît à ses côtés. Elle berce désespérément la tête de Jasper, criant son nom avec angoisse et choc. Jasper la regarde, réussissant faiblement à dire qu'il est surpris qu'elle soit encore en vie. Alors qu'il chuchote son nom de code, Coral, elle lui saisit la main, un tremblement la parcourant. Son pouvoir s'active au contact, l'entraînant dans un torrent de souvenirs de Jasper. Elle est submergée par un flot de ses pensées, révélant sa jalousie, son ressentiment et sa haine profonds envers elle. Elle assiste à son tourment privé, déplorant la guerre sans fin, et les horribles choses que son pouvoir l'a forcée à faire. Alors que Jasper s'éteint, Mira pleure, faisant le deuil de ses camarades perdus, et souhaitant avoir pu arrêter la guerre plus tôt. Son regard embué de larmes tombe sur le livre rouge, alors qu'elle souhaite désespérément retourner au matin avant le début de leur mission. Alors que le livre commence à briller, elle souhaite pouvoir revenir en arrière, et redémarrer sa mission échouée. Elle serre l'artefact lumineux, son expression passant du désespoir à une sombre détermination. Ses yeux verts s'écarquillent alors qu'elle commence à comprendre le pouvoir qu'elle détient désormais. Suivant la première instruction du livre, elle trouve une clairière et se prépare à tracer un cercle. Elle s'agenouille pour tracer un cercle magique complexe, concentrant son esprit sur le moment auquel elle veut désespérément retourner. Pour compléter le rituel, elle suit la prochaine instruction, offrant 3 gouttes de son propre sang. Avec une résolution inébranlable, elle fait le vœu que si elle peut seulement retourner à ce jour fatidique, elle ne faillira plus jamais, une promesse qu'elle fait alors qu'une lumière bleue l'engloutit depuis le cercle magique. Elle halète alors que des piliers de lumière brillante éclatent autour d'elle, signalant l'activation du sort. Un sablier éthéré apparaît, son sable bleu chatoyant coulant vers le haut alors que le temps commence à remonter. Le livre rouge se désintègre dans un faisceau de lumière intense, son pouvoir étant épuisé pour achever le sort. Soudain, elle se retrouve debout sur les marches en pierre, valise à la main, réalisant avec un choc que cela a fonctionné. Un toucher rapide confirme que ses cornes de démon sont en place, alors qu'elle assimile son retour dans le passé. Du bas des marches, Jasper la regarde, se demandant si elle est vraiment revenue. Mira fixe Jasper du regard, son expression un mélange de choc et de profond soulagement. Après un moment d'hésitation, Jasper détourne le regard et confirme discrètement son retour. Submergée par l'émotion, Mira lui offre un sourire éclatant et sincère, reconnaissante pour cette seconde chance. Sa mémoire revient à ce moment exact, réalisant ce qui est censé se passer ensuite. Tout comme avant, Jasper tend la main vers elle, lui disant qu'il y a un morceau de fil dans ses cheveux. Son regard, maintenant avec une pupille démoniaque fendue, reste fixé sur lui, pleinement consciente de ses intentions. Elle joue son rôle à la perfection, offrant un remerciement éclatant après qu'il ait fait semblant d'enlever le fil. Croyant que tout se déroule comme prévu, elle s'étire avec contentement. Clac! Le cordon de sa cape se brise soudainement, la prenant ainsi que Jasper par surprise. Elle panique, réalisant avec effroi que le cordon s'est cassé, un changement par rapport à la chronologie originale. Attrapant à peine son déguisement qui tombait, elle remercie rapidement Jasper, prétendant que son aide lui a fait remarquer le quasi-désastre. Jasper lui souhaite bonne chance et elle tourne les talons pour partir, promettant de revenir plus tard. Alors qu'elle s'éloigne, elle s'excuse auprès de la mémoire de Jasper, réaffirmant sa résolution d'aller de l'avant. Au moment où elle tourne le dos, le faible sourire de Jasper se tord en une grimace de pur ressentiment. Elle arrive dans la salle du trône, s'agenouillant de nouveau devant l'empereur Sirius. Ses yeux se posent sur le côté du trône, se concentrant sur sa véritable cible, le fils du roi démon, Bélier. Elle réaffirme sa nouvelle mission. Elle doit empêcher Bélier de devenir fou, ou le monde sera condamné. S'inclinant profondément, elle commence son discours, promettant son service au seigneur démon pour le bien de son clan. Une voix depuis le trône accepte son engagement, mais déclare de manière menaçante que ce n'est qu'une question de temps. Alors que le démon aux cheveux blancs rapporte une attaque proche, Mira note intérieurement que c'était une mission qu'elle avait elle-même menée à bien. L'empereur Sirius éclate de rage,
maudissant les misérables humains et jurant de gagner la guerre à tout prix. Il se tourne ensuite vers Mira, lui demandant si elle a des préférences de poste, une question qui la prend complètement par surprise. Mira réaffirme son besoin d'en apprendre davantage sur le Seigneur Démon et son fils, mais craint qu'une trop grande proximité ne la révèle comme un spectre. Une infographie détaille l'histoire inventée de Mira. Une jeune fille de la campagne avec un père travailleur, Antares, une mère frêle, Nihar, et un jeune frère, Caron. Elle se vante d'une grande endurance et de compétences culinaires, malgré une faible magie. Tout en déclarant sa volonté de servir entièrement le Seigneur Démon, Mira décide intérieurement d'observer d'abord la situation en toute discrétion. Le démon aux cheveux verts suggère joyeusement d'assigner Mira comme nouvelle servante pour le stoïque Prince Harris, déclarant qu'il aimerait l'accepter. Mira est surprise lorsque le démon aux cheveux verts mentionne sa prétendue endurance impressionnante comme raison de son nouveau poste. Avec un sourire malicieux, le démon aux cheveux verts exprime son désir d'évaluer personnellement les capacités de Mira. L'empereur Sirius reconnaît que son fils a eu des difficultés seul, depuis que son précédent serviteur a démissionné. Un silence tendu plane entre l'empereur pensif et son fils maussade, le prince Aries. La salle du trône est silencieuse, tandis que la cour attend la décision de l'empereur concernant l'affectation de Mira. Sentant la tension, une Mira nerveuse se demande si elle n'est pas tombée au milieu d'un drame familial. L'empereur accepte à contre-cœur, ordonnant à Mira d'assister un démon nommé Castor. Tandis que l'empereur s'en va, Mira accuse réception de ses nouvelles ordres, pendant qu'il lui dit d'obtenir d'autres instructions de Castor. Alors que l'empereur quitte le trône, la scène change, laissant Mira assimiler sa nouvelle réalité. Intérieurement, Mira célèbre son incroyable chance d'être assignée comme servante du prince, une opportunité parfaite pour sa mission. Le démon aux cheveux verts, Castor, appelle joyeusement Mira, lui proposant de lui faire visiter le château. Il se présente formellement comme Castor, le majordome de son Altesse le prince Harry. Castor présente ensuite son maître, le stoïque et distant prince Harry. Mira se présente poliment, demandant à être traitée avec bienveillance alors qu'elle commence son nouveau rôle. Castor informe le prince Harry qu'il passera plus tard, recevant un simple « oui ». Le prince Harry rejette froidement l'offre de Castor, déclarant que ce n'est pas nécessaire. Le prince tourne brusquement les talons et s'éloigne, laissant Mira et Castor légèrement déconcertés. Castor rassure Mira, en lui disant que le prince n'est pas mécontent, expliquant qu'il a ses manies et que sa présence pourrait être une bouffée d'air frais. Affichant un large sourire, Mira jure avec enthousiasme de servir le prince de tout cœur, ce qui lui vaut les éloges de Castor pour sa bonne attitude. Castor donne ses premières instructions à Mira enfiler un uniforme et le retrouver à la cuisine pour sa liste de tâches. Avec un sourire joyeux et montrant ses crocs, Mira le remercie avec enthousiasme pour l'opportunité. Valise à la main, Mira entre dans sa nouvelle chambre, prête à commencer son infiltration. Après avoir ouvert la fenêtre de sa chambre, elle commence à défaire sa valise. Seule dans sa chambre, elle rapporte secrètement son infiltration réussie du château et confirme qu'elle continuera à recueillir des informations. Maintenant, dans son uniforme de femme de chambre, Mira observe avec une détermination renouvelée. Castor la salue avec un large sourire accueillant, lui disant qu'il l'attendait. Maintenant en uniforme, Mira répond d'un « D'accord », vif et énergique. Avec une énergie incroyable, Mira et plusieurs clones s'attaquent à la lessive, prouvant ainsi sa prétention à avoir une grande endurance. Ensuite, elle et ses doubles passent au repassage, accomplissant efficacement la tâche sous le regard de Castor. Une petite armée de Miras part ensuite énergiquement nettoyer les fenêtres du château. Elle parvient même à nettoyer la fontaine du jardin avec une touche acrobatique sous le regard de Castor. Son tourbillon de corvée se termine en nourrissant un groupe de chats errants très heureux. À la fin de la journée, Castor et l'autre aide félicitent Mira pour son excellent travail. Tandis qu'elle sert le thé, Mira se demande à voix haute comment Lord Castor gère chaque jour une charge de travail si immense seul. L'aide du roi démon, Guénard, précise que son devoir ne concerne que les affaires personnelles du prince, et non les tâches générales, avant de réprimander Castor pour avoir nourri des chats errants. Mira est momentanément confuse par la correction. Castor écarte avec humour la sévérité de Guénard, expliquant qu'il testait simplement les capacités de Mira. Réalisant qu'elle a été mise à rude épreuve, Mira se demande intérieurement si les corvées incessantes de la journée n'étaient qu'une forme de bizutage. Castor donne sa prochaine tâche à Mira, un plateau avec du thé et des pâtisseries. Castor lui ordonne d'apporter des rafraîchissements dans la chambre du prince, mais elle la prévient qu'il pourrait ne pas les accepter, alors qu'un Harry furieux est montré exigeant d'être laissé seul.
Tenant le plateau, l'expression de Mira se durcit de résolution, alors qu'elle se prépare à affronter le prince volatile. Castor explique que le prince, connu sous le nom de noble cendré, est réputé pour ses humeurs instables. Guénard apparaît soudainement et réprimande avec colère Castor pour ses remarques désinvoltes, laissant Mira confuse. Guénard révèle la vérité, les humeurs instables du prince sont dues à un immense pouvoir magique que son corps ne peut contenir, nécessitant un soutien physique pour empêcher son réceptacle magique de se briser. La révélation frappe Mira alors qu'elle commence à comprendre la vraie nature de l'affliction du prince. Elle relie cette information à sa vision du futur, se demandant si son pouvoir instable et les traitements suspects sont ce qui le pousse à devenir berserk. Avec un sourire joyeux, Mira annonce qu'elle est en route avec le chariot de rafraîchissement. Son expression devient sérieuse alors qu'elle se souvient des graves informations qu'elle vient d'apprendre sur le prince. Guénard observe Castor avec suspicion, lui demandant s'il a engagé Mira simplement pour exprimer ses frustrations. Castor sourit, confiant qu'elle démissionnera bientôt, bien qu'il regrette de ne pas pouvoir la taquiner davantage. Mira pousse le chariot dans le long couloir vide, se dirigeant vers sa destination. Arrivée à la porte du prince, elle réaffirme son objectif, trouver une occasion de toucher sa main. Toc toc. Elle s'annonce joyeusement comme Mira, venue livrer sa nourriture. Une voix froide depuis l'intérieur de la pièce lui dit de le laisser seul, l'arrêtant net. À l'intérieur, le prince Aries insiste pour qu'elle mange correctement. Le prince crie, l'avertissant de ne pas agir comme si elle savait quoi que ce soit, mais Mira sent que sa voix tremble. Elle propose calmement de faire préparer autre chose par la cuisine, se demandant pourquoi le personnel garde une telle distance avec lui. Se souvenant des avertissements concernant le noble cendré, Mira se demande si son isolement ne cache pas plus que sa simple condition. La porte s'ouvre brusquement alors qu'un prince arrive furieux lui crie dessus pour avoir osé faire irruption. Impassible, Mira rayonne et déclare qu'elle est simplement préoccupée par la santé de son Altesse. Elle pousse le chariot qui cliquette dans sa chambre, le pressant doucement de manger au moins un peu. Elle continue, suggérant calmement que s'il mange, son réceptacle magique deviendra sûrement plus fort, une déclaration qui stupéfie visiblement le prince. Le prince Aries recule, l'air ébranlé par ces paroles. Il serre sa poitrine, grimaçant comme s'il souffrait. Dans un mouvement soudain, le prince arrache une pâtisserie du chariot. Avec une aura sombre, il serre le poing, écrasant la pâtisserie en poussière et en fragments. Mira observe en silence stupéfait la pâtisserie se désintégrer sous ses yeux. Il lui attrape le bras, sa main brillant d'une énergie menaçante alors qu'il la menace de la réduire en cendres, elle aussi. Qu'ont des yeux rouges flamboyants, le pouvoir du prince crépite autour de sa main. Tenant les cendres, il lui ordonne de partir ou de subir le même sort. Mira réalise qu'il la menace avec de la magie alors que sa main crépite d'une puissance volatile. Remarquant que ses mains tremblent, elle voit sa chance d'utiliser sa capacité maintenant qu'il a retiré ses gants. Alors qu'elle tend la main vers lui, un prince Aries horrifié lui crie d'arrêter. Il recule de terreur, lui demandant si elle est folle et si elle veut vraiment être réduite en cendres. Il demande si Castor lui a parlé de lui, déclenchant le souvenir de Mira d'avoir entendu le titre, le noble cendré. Il révèle que ses mains transforment tout en cendres, pensant qu'elle n'a pas d'autre choix que de reculer. Mira exprime sa sympathie pour son état malheureux, mais demande ensuite directement pourquoi. Avec un sourire désarmant, elle lui demande gentiment s'il serait prêt à lui raconter. Le prince Harry reste sans voix, stupéfait par sa question directe et inattendue. Vaincu, il s'assied sur son lit et commence à remettre ses gants. Il lève les yeux alors qu'elle confirme qu'elle connaît déjà les histoires mais qu'elle lui pose la question directement. Il explique que son réceptacle pour la magie est plus petit que les autres, ce qui provoque le débordement de son pouvoir. Sa magie débordante est la raison de sa dangereuse condition. Intérieurement, Mira se reproche son insensibilité antérieure, comprenant maintenant le poids tragique de ses fardeaux. Un silence sombre s'installe entre eux dans la pièce ornée. Le prince détourne le regard, murmurant doucement que tout va bien. Mira le presse doucement, lui demandant s'il ne va vraiment rien manger. Avec une expression inquiète, elle insiste que s'il continue comme ça, sa mère serait attristée, un commentaire qui fait écarquiller ses yeux sous le choc. Le prince reste figé, le dos tourné vers elle, ses mots flottant dans l'air. Mira l'interpelle timidement, sentant un changement d'ambiance. Ses yeux s'écarquillent sous le choc en réalisant que le prince pleure. Submergé par l'émotion, le prince Harry la supplie de ne pas regarder et de le laisser seul. Mira est horrifiée, réalisant qu'elle est celle qui l'a fait pleurer. Pourtant, il la repousse.
Voyant les larmes du prince, une Mira désemparée se demande frénétiquement quoi faire, sentant qu'elle doit agir. S'agenouillant devant le prince désolé, Mira lui demande sincèrement s'il y a quoi que ce soit qu'elle puisse faire pour l'aider. Le prince se couvre le visage, la suppliant de ne pas le regarder tout en insistant à travers des dents serrées qu'il va bien. Ces mots déclenchent un flashback où une Mira plus jeune et en pleurs insiste « Je vais bien », la faisant s'arrêter. Dans le souvenir, une femme bienveillante réconforte la petite fille, lui disant que tout va bien. Mira pose doucement une main sur le dos du prince, réalisant ce qui pourrait réellement lui manquer. Le prince tressaille à son toucher, tandis qu'un panneau distinct montre un homme aux cheveux blonds haletant de surprise. Submergé par son simple geste de réconfort, le prince Harry fond en larmes au milieu d'un champ de fleurs. Tandis que le prince continue de pleurer, Mira le regarde, légèrement décontenancée par l'intensité de sa peine. L'entendant murmurer le nom de sa mère, les instincts maternels de Mira surgissent, le trouvant adorable. Elle est choquée que le fils du roi démon pleure comme un bébé. Elle a une révélation, comprenant que ses yeux étaient rouges plutôt parce qu'il avait pleuré. Elle réalise avec tristesse qu'il a pleuré seul jusqu'à présent, reliant ses larmes solitaires à son précédent accès de destruction. Intérieurement, elle se réprimande pour ses pensées, alors que deux versions miniatures et grognons d'elle-même apparaissent à ses côtés. Son visage strié de larmes lui paraît incroyablement mignon, la touchant en plein cœur. Submergée par sa mignonnerie, Mira se tient la tête tandis qu'une version plus calme d'elle-même se contente de sourire. Le prince Harry lève les yeux vers elle, ses larmes se calmant pour laisser place à un regard de vulnérabilité silencieuse. Le prince admet qu'il ne sait pas quoi penser d'elle, tandis que Mira écoute avec une expression préoccupée. Dans une autre scène, une Mira encapuchonnée marche sur un chemin, pensant qu'elle doit aller de l'avant, tandis que le visage d'un homme s'excuse. Un flashback montre un homme aux cheveux blancs, instruisant quelqu'un de faire de son mieux pour le bien de son clan. Dans un autre souvenir, une femme aux longs cheveux argentés demande à Mira ses préférences professionnelles. De retour au présent, Mira s'inquiète du bien-être du prince, après leur intense échange émotionnel. Plus tard, un prince Harry serein, portant désormais une cape bleue formelle, se tient aux côtés d'un castor souriant. Alors que le prince et Castor s'éloignent, Castor fait un petit signe à Mira, la poussant à penser « Oh là là !» En étendant du linge depuis un balcon, Mira observe Castor instruire le prince de concentrer sa magie pour l'entraînement. Castor démontre la technique, disant au prince de libérer toute sa magie concentrée d'un coup. Un puissant faisceau d'énergie verte jaillit du doigt de Castor, frappant un mannequin d'entraînement. Castor explique qu'il s'entraîne à nouveau à la magie de la foudre, mais le prince Harry l'interrompt, lui rappelant de ne pas laisser sa concentration s'éloigner de ses doigts. À l'aide de diagrammes, Castor explique que la magie du prince s'écoule plus facilement que celle d'une personne ordinaire. Observant d'en haut, Mira comprend qu'il mène un entraînement magique, tandis que Castor dit au prince de concentrer sa magie calmement. Une énergie bleue crépite de manière incontrôlable autour du prince, tandis que Castor l'avertit que sa magie fuit, mais peut encore être corrigée. Castor lui crie d'arrêter alors que trop de miasmes s'accumulent, mais un prince Harry paniqué crie qu'il ne peut pas. Une explosion de magie projette le prince en arrière et Mira à l'aide de chocs depuis le balcon. Observant les conséquences de l'entraînement raté, Mira pense en elle-même « Je vois ». Elle comprend maintenant que son corps ne peut contenir sa magie accablante en raison de ses nombreuses sources de stress. Dans la cuisine, Castor charge Mira d'apporter le déjeuner à la chambre du prince, et elle accepte avec empressement. Castor mentionne astucieusement que, puisqu'elle a vu l'entraînement, elle sait que le prince est sur les nerfs et doit s'occuper de lui. Mira note son absence de mauvaises intentions, mais reste prudente. Mira s'éloigne joyeusement avec le chariot de nourriture, tandis que Castor lui fait un signe de la main avec un sourire. En chemin, elle se souvient de la froideur du prince, et se demande s'il est simplement de mauvaise humeur avant de frapper et de s'annoncer. Elle s'excuse et entre dans la pièce, où le prince est assis silencieusement sur le canapé. Rapprochant le chariot, elle explique qu'elle a vu son entraînement en étendant le linge, et lui demande doucement s'il est blessé. Le prince rejette sa préoccupation, affirmant qu'il en a l'habitude, puis demande avec autodérision si c'est pathétique. Il déplore qu'il ne parvienne jamais à maîtriser sa magie, peu importe le nombre de tentatives. Mira réalise que le miasme noir, semblable à de la fumée, de son entraînement est la même énergie qu'elle a vue, lorsqu'il avait précédemment perdu le contrôle. Le prince confirme ses soupçons, expliquant que sa magie sursaturée s'échappe comme du poison et qu'il peut se perdre s'il en libère trop, ajoutant qu'il est actuellement incapable de l'arrêter. Il médite sombrement qu'il pourrait être plus facile de simplement perdre toute conscience et d'être consommé par le miasme.
Horrifiée par ces mots, Mira crie intérieurement qu'abandonner est la seule chose qu'il ne doit pas faire. Elle change de sujet avec entrain, l'encourageant en disant que si son réceptacle grandit, sa magie deviendra vraiment incroyable. Pour le comprendre, Mira explique ses propres petites cornes et démontre son seul et simple tour de magie faire briller le bout de son doigt. Elle compare son âge au sien, se souvenant des mots de son père Oku selon lesquels à 18 ans, elle est encore un bébé. Il est donc naturel qu'un jeune démon manque de contrôle. Se penchant vers le prince, Mira le conseille doucement qu'il est acceptable d'admettre ses difficultés et de s'appuyer sur les autres. Un moment de silence passe entre eux alors que le prince lève les yeux et que Mira lui offre un sourire doux et entendu. Mira évalue intérieurement les personnes autour du prince, trouvant Lord Gwennar rude et n'ayant aucun commentaire sur Lord Castor qui lui fait un clin d'œil. Mira lève les yeux vers le prince avec une expression déterminée et légèrement surprise. Soudain, le prince Harry se lève et lui fait face, créant un silence tendu entre eux. Il se penche brusquement, son visage se rapprochant du sien avec une expression intense et indéchiffrable. Au grand choc de Mira, le prince enfouit soudainement son visage dans son épaule. Un bruit sourd retentit alors que Mira, troublée, pense que c'est une immense opportunité, mais se sent mal à l'idée d'en profiter, déchirée par ses instincts maternels. Le prince tremble contre elle, faisant haleter Mira de surprise. Avec un sourire à pleines dents, Mira cède et tapote doucement l'arrière de sa tête dans un geste réconfortant. Surpris, le prince se retire de son contact, la regardant avec des yeux grands ouverts et étonnés. Entouré de fleurs bleues éthérées, le prince Harry, rougissant, baisse les yeux avec une vulnérabilité nouvelle. Mira offre un sourire chaleureux au prince maintenant apaisé, une compréhension silencieuse passant entre eux. Elle remarque un petit vase blanc orné sur la table qui semble pulser d'une faible lumière. En regardant les profils du roi, de Sirius et de Castor, Mira décide d'améliorer les relations du prince pour l'empêcher de sombrer dans les ténèbres. Dans une grande bibliothèque, un castor joyeux fredonne en transportant une pile de livres. Castor salue un sombre Lord Gennard, complimentant enjouément la charmante ride entre ses sourcils. Il annonce gaiement qu'il est l'heure du thé après leur entraînement stratégique, se demandant quel parfum préparer pour le prince. Lord Gennard demande à Castor s'il est curieux de savoir comment la nouvelle fille fait manger le prince, ce à quoi Castor répond nonchalamment qu'elle se débrouille bien. Faisant face à une étagère, Castor rejette la question, affirmant que tant que ça fonctionne, la méthode n'a pas d'importance. Lord Gwennar se détourne, déclarant froidement qu'il ne s'en soucie pas particulièrement non plus. Castor médite à voix haute sur des choses intangibles, tandis que Lord Gennard médite silencieusement sur le même concept, un cœur. Regardant Lord Gennard, Castor poursuit sa réflexion, ajoutant ou des émotions à sa liste. Castor révèle un sourire pointu et étrangement crochu, son attitude joyeuse disparaissant complètement. Dans un escalier, Mira réaffirme sa mission. Elle doit trouver un moyen de toucher la main de Lord Castor pour ses recherches. Mira examine ses cibles, réalisant que Castor est le plus facile à toucher, puisque, contrairement aux autres, il ne porte pas de gants. Elle s'inquiète de s'approcher, l'imaginant derrière un ruban interdit d'entrer, sachant qu'elle a besoin d'un contact physique pour lire ses émotions superficielles. Serrant le poing avec une détermination retrouvée, Mira déclare « D'accord ». Mira, stupéfaite, regarde Castor qui est tombé, lui demander de lui prendre la main et de l'aider à se relever. Boum! Au lieu de cela, Mira trébuche et tombe la tête la première, tandis que Castor lui demande si elle va bien, notant que sa maladresse est inhabituelle. Riant maladroitement depuis le sol, Mira pense zut, réalisant que Castor est aussi peu utile que le prince. Plus tard, Mira rapporte joyeusement à Lord Castor que son Altesse a encore une fois fini toutes ses collations. Alors que Castor exprime son approbation, Mira lève la main pour un high five, mais il lui demande simplement pourquoi sa main est levée. Réfléchissant vite, Mira prétend que c'est une coutume de sa ville natale de partager la joie en joignant les mains. Castor rit, amusé par son explication, tandis qu'une Mira troublée n'arrive pas à croire que son étrange excuse ait fonctionné. Frustrée, Mira réalise que ses tentatives directes ne fonctionnent pas, et se demande s'il y a un autre moyen de le toucher. La scène change, montrant un plan majestueux de la flèche du château se découpant sur un ciel de soirée chaleureux. Castor se penche, murmurant à Mira de garder secret le fait qu'il nourrit un petit chat noir de Lord Gennard. Saisissant l'occasion, Mira commence timidement à poser une question sérieuse à Lord Castor. Assis ensemble, Mira demande à Castor ce qu'il pense du prince, tout en s'interrogeant intérieurement sur sa dépendance à ses pouvoirs.
Elle explique davantage, racontant à quel point le prince semblait effrayé lors d'un récent dîner avec le roi démon. Castor sourit évasivement, lui disant de ne pas s'inquiéter de telles choses et de se concentrer uniquement sur ses devoirs. Déconcerté par son renvoi froid, Mira se demande intérieurement s'il est sérieux. Fouche. Le chat griffe soudainement la main de Castor, et alors que Mira halète d'inquiétude, il s'exclame « Oh !» Alors que Mira tend instinctivement la main vers sa main qui saigne, un éclair d'énergie violette crépite entre eux, alors que sa capacité s'active. Elle sonde son esprit, mais ne trouve qu'un vide profond et une seule pensée récurrente qu'il se répète « Je vais bien ». Castor retire sa main avec désinvolture tandis qu'une magie verte guérit la griffure, expliquant qu'il guérit vite et que cela arrive souvent. Alors qu'il s'éloigne, Mira assimile ce qu'elle a vu. Réalisant qu'il ne ressent pas rien, il a juste enfoui ses émotions trop profondément pour que même lui ne puisse les retrouver. Un souvenir révèle la mission de Mira utiliser sa position de femme de chambre pour se rapprocher du prince, considéré comme la faiblesse du roi démon. Un homme à cornes aux cheveux bruns se résout à mener à bien sa mission pour le royaume, se rappelant de ne pas s'impliquer émotionnellement avec la cible. Seule, Mira renforce sa détermination, décide de faire ce qu'elle peut maintenant et de réessayer demain. Assise sur son lit, Mira s'inquiète que ses cornes magiquement dissimulées puissent tomber à nouveau. Toc, toc. Un son soudain à sa porte tire Mira de ses pensées. Sursautée, elle se retourne et s'écrie « Qui est là ?» Sa question effrayée résonne dans la pièce sombre, tandis qu'elle serre sa chemise de nuit. Une voix familière lui demande si elle est réveillée, et Mira réalise avec un choc que c'est le prince. Mira panique, hésitant à faire semblant de dormir mais réalisant qu'il ne viendrait pas si tard sans une raison importante. Debout à sa porte, le prince Harris demande vulnérablement s'ils peuvent parler un peu et s'il peut entrer. Après l'avoir laissé entrer, Mira demande avec inquiétude si quelque chose ne va pas, remarquant son expression abattue. Le prince détourne le regard, admettant doucement « J'ai fait un cauchemar ». Mira s'assied avec lui, l'encourageant doucement à en parler et lui offrant une oreille attentive. Il explique qu'il fait sans cesse le même cauchemar concernant la mort de sa mère quand il était enfant. Un flashback montre un portrait formel du jeune prince Harris avec ses parents, le roi démon et sa reine humaine, quand il avait 8 ans. Il raconte que des rebelles se sont infiltrés dans le palais, dans l'intention de l'assassiner, lui, le fils mi-humain du roi démon. Dans le souvenir traumatisant, sa mère crie protégeant, alors qu'elle le protège de son corps d'une explosion magique. La voix lourde de chagrin, le prince termine son histoire, expliquant qu'elle est morte juste devant lui. Mira est prise de court, expliquant que l'histoire qu'elle a entendue était différente, les rebelles ont assassiné l'impératrice pour annuler le traité de paix. Le prince se souvient avoir été submergé par la peur, et le chagrin, sa magie éclate de manière incontrôlable après qu'il ait supplié sa mère de s'enfuir avec lui. Dans un flashback terrifiant, le jeune prince, les yeux rouges luisants, déchaîne un torrent de miasmes qui anéantit toute l'armée rebelle. Il confesse qu'il ne pouvait pas supprimer son miasme démoniaque, et que sa conscience s'est évanouie, le laissant sans aucun souvenir de ce qui s'est passé ensuite. Mira réalise que sa récente explosion magique doit être similaire, commençant à comprendre la vraie nature de son pouvoir. Il se souvient des mots durs de son père pour contrôler son pouvoir, croyant que sa rage et sa douleur refoulée en sont la source. Le désespoir du prince s'intensifie alors qu'il souhaite avoir pu contrôler son pouvoir, que son père ait été là, ou qu'il ne soit jamais né. Goutte à goutte, les larmes tombent tandis qu'il sanglote, souhaitant que la guerre n'ait jamais eu lieu pour que tout le monde puisse être heureux. Mira le regarde, son expression pleine d'empathie, et dit « Ça a dû être difficile pour toi ». Elle lui dit que sa mère a ressenti un soulagement en le protégeant, mais il sanglote qu'il ne vaut rien. Mira déclare fermement « Ce n'est pas vrai ». Mira tend doucement la main et pose sa main sur la tête du prince en pleurs. Avec un sourire chaleureux et rassurant, Mira s'excuse d'avoir outrepassé ses limites de simple servante. « Penche-toi ». Submergé, le prince se penche vers son contact, posant sa tête sur son épaule. Alors que son indicateur de maternité atteint son maximum, Mira ne peut s'empêcher de penser à la douceur de ses cheveux, tandis qu'elle le réconforte. Le prince reste immobile, trouvant enfin un moment de réconfort paisible dans son étreinte. Comprenant maintenant son passé, Mira réalise que son histoire contredit les registres officiels et décide de découvrir la vérité en lisant le cœur du roi démon. Regardant le prince endormi, Mira lui souhaite doucement de doux rêves. Ailleurs, un ministre cornu à lunettes présente des documents au roi démon, suggérant de reporter une demande de nommage mineur. Le roi démon examine un parchemin,
et demande au ministre son avis sur un projet de pont proposé. Pointant une carte, le ministre explique que le pont vers la région rurale d'Alkernal serait une ligne de vie essentielle pour le royaume. Bien que méfiant envers les humains, le roi démon pèse les options et finit par reporter le pont, citant le risque d'invasion. Lord Gaynard rapporte que le prince Harris a apparemment recommencé à bien manger, ce que le roi démon note discrètement. En traversant le château, Mira réfléchit à sa mission, réalisant que malgré ses ordres, elle a assez vu pour savoir que les démons ont aussi un cœur. La scène se déplace vers Mira et une femme aux cheveux orange dans une forêt, ayant finalement localisé une usine de canons magiques cachés. De l'intérieur de l'usine, un garde crie « Salzra !» alors qu'il est attaqué sous la pluie. Un éclair de mouvement montre la femme aux cheveux orange être terrassée par une attaque rapide. Agenouillée près d'un garde tombé, Mira dit à sa compagne d'attendre afin qu'elle puisse le scanner pour des informations d'abord. Elle prend la main de l'homme, et son pouvoir s'active avec un léger crépitement d'énergie. Un flot de souvenirs, le but de l'usine et la vision d'une famille, lui fait réaliser qu'elle ne peut pas simplement les abandonner à leur sort. Sa compagne lui demande ce qu'elle a vu, et Mira rapporte sombrement qu'il y a d'autres usines de canons magiques là-bas. Mira touche son bracelet de communication, déterminée à rapporter ses découvertes, et à les utiliser pour découvrir la vérité sur la mort de la reine. Une vue du château du royaume d'Adelaria apparaît, tandis qu'une voix off exprime le désir de trouver un chemin vers la paix. Dans le royaume humain, une jeune fille nommée Coral fait un rapport magique à un homme blond, révélant que le prince Harris possède un pouvoir magique immense, mais incontrôlable. Le rapport continue, clarifiant que la mère du prince Harry était la sœur cadette de l'homme blond. Enragé, l'homme blond serre le poing et coupe le rapport, déclarant avec colère qu'il est fatigué d'entendre les absurdités du roi démon. Il fixe un portrait de sa défunte sœur, Irène, insistant sur le fait que les démons l'ont assassinée et que la recherche de la paix était une grave erreur. Se remémorant un accord passé avec le roi démon et Irène, il jure de venger sa sœur en anéantissant toute la race démoniaque. Affalé dans son fauteuil, il marmonne que leur père souffrant ne pourra pas reposer en paix autrement. De retour au château des démons, Mira écoute à l'autre bout de la communication, s'adressant à l'homme par votre majesté. Une expression troublée traverse le visage de Mira, tandis qu'elle assimile les paroles haineuses du roi. Le roi humain réaffirme la mission de Mira. Sa mission ultime est de détruire le château du roi démon, et elle ne doit pas être distraite. Alors que le roi met fin à la communication, une Mira choquée reste sans voix, l'appareil de communication lumineux dans sa main. Les yeux écarquillés, elle murmure son titre avec consternation, Votre Majesté. Le lendemain matin, Mira reprend ses fonctions, annonçant joyeusement que le petit déjeuner du prince Harry est prêt. Se réveillant, un prince Harris inquiet lui demande si elle allait bien la nuit dernière, et s'excuse de l'avoir laissé dormir sur le lit dur. Mira se remémore la nuit dernière, quand elle avait insisté pour dormir par terre, et rassure le prince que c'était parfaitement bien et comme à la maison. Un souvenir comique la montre tentant comiquement de repousser une version chibi du prince, insistant sur le fait qu'une servante ne peut dormir aux côtés de son Altesse. Le prince, d'une voix ensommeillée, rejette ses préoccupations et se laisse retomber, marmonnant qu'il dort encore 5 minutes. La scène passe au trouble intérieur de Mira, son visage masqué par le conflit tandis qu'elle serre le cristal de communication lumineux. Retirant son tablier, Mira soupire et se prépare à une autre journée difficile. Elle serre le poing tandis que son expression se durcit d'une sombre résolution. Le poids de sa mission est évident, alors qu'elle fixe le cristal de communication, son visage empli de détresse. La voix du roi révèle le plan choquant. Jasper assassinera le prince et Mira doit coopérer pour le faire passer pour une attaque externe. Réalisant que son propre rapport a mené à cet ordre, une Mira dévastée accepte silencieusement ses ordres et se détourne. Tandis qu'elle marche dans le couloir, la voix du roi explique que Jasper sera envoyé déguisé pour repérer une voie d'entrée dans le château. Submergée par l'ordre horrible, Mira s'écroule à genoux dans le couloir, paniquée et se demandant quoi faire. Jurant que cela ne peut arriver, elle se souvient de la douleur passée du prince Harris et ne veut pas qu'il ressente cette souffrance à nouveau. Elle serre le poing, envisageant une alternative désespérée, tuer elle-même le roi humain pour empêcher l'assassinat. Cependant, elle réalise que même tuer le roi est une solution temporaire, qui ne mettra pas fin au cycle de guerre incessant du monde. Déchirée par ses loyautés conflictuelles et ses souvenirs de déception passée, elle jure farouchement que ce sera la dernière fois qu'elle trahira ses sentiments pour une mission. Voyant Jasper comme un obstacle, elle décide d'agir normalement pour l'instant, tout en planifiant secrètement des contre-mesures pour déjouer le plan d'assassinat. Cette nuit-là,
À la faveur de l'obscurité, Mira initie une communication, s'identifiant comme Coral. Sa projection magique sourit joyeusement à Jasper, qui écoute depuis un autre endroit, avec une expression silencieuse et stoïque. Sur un toit, Jasper s'enquiert de sa situation. Elle confirme qu'elle se débrouille, et il lui demande si elle a reçu le message du roi et si elle peut quitter le château. Coral confirme qu'elle a une course la semaine prochaine et peut se retrouver au marché. Jasper accepte un déguisement et la met en garde d'utiliser leur dialecte natal. Après avoir mis fin à l'appel par un sec. À plus tard alors, la main de Jasper tremble, tandis que l'appareil de communication s'estompe, trahissant son trouble caché. Une voix de son passé résonne dans son esprit, l'appelant Théodore, et lui disant qu'il est leur dernier espoir. Le souvenir est celui de son père, le suppliant frénétiquement de venger Irène et d'anéantir les démons à tout prix. De retour au présent, Théodore se tient silencieusement devant une grande porte, seulement pour voir le roi blond apparaître devant lui. Le roi l'informe que la rencontre avec Coral est fixée dans 7 jours, et Théodore se contente d'accuser réception de l'ordre. Le roi souligne que la capacité unique de Coral est leur atout majeur, et ordonne à Théodore d'être prêt à servir d'appât, pour la protéger si nécessaire. Théodore se rappelle amèrement avoir été placé en second après Coral dans les priorités du roi, pensant qu'il est toujours second par rapport à elle. Le roi réfléchit que bien qu'il se méfie des démons, les informations de Coral semblent véridiques. Théodore suggère que c'est parce qu'elle est pure, et le roi est d'accord que c'est pourquoi il les a associés. Le roi ordonne sévèrement à Théodore de bien soutenir Coral, lui demandant s'il comprend la gravité de son devoir. Serrant fermement le poing à son côté, Théodore acquiesce silencieusement d'un simple oui. Il se retourne et s'éloigne seul dans le grand couloir vide. Ses pensées s'assombrissent, tandis qu'il se souvient avoir vu Coral, avec le prince Harris, la qualifiant intérieurement de folle au cœur tendre, pour s'être fait capturer. Se souvenant de son visage innocent, une pensée glaciale lui traverse l'esprit, si seulement elle n'était plus là. Son visage se tord en un rictus, révélant les profondeurs de sa jalousie et de sa rage. Ces sombres pensées culminent en un vœu silencieux et haineux. « Je te traînerai avec moi, c'est sûr. »« Attends juste, Coral !» Point d'exclamation, guillemets simple. La scène se déplace vers une table à manger soigneusement débarrassée après un repas, signalant un moment de calme avant le prochain événement. Mira rapporte joyeusement au prince Harris qu'il a bien mangé tout son repas ces derniers temps. Le prince lève les yeux avec une expression sérieuse, notant qu'il semble bien plus en forme maintenant. Rempli d'affection, Mira regarde le prince et jure intérieurement de le protéger. Réalisant qu'elle le fixait, Mira écarte rapidement la question confuse du prince, affirmant que ce n'est rien. Tandis que Lord Gaynard observe les notes d'études approfondies du prince, Mira est émerveillée par sa détermination. Le prince explique que s'il comprend la théorie, son corps a du mal à suivre, espérant s'améliorer avant de rencontrer sa fiancée, Mira, la semaine prochaine. La servante Mira est surprise d'apprendre que le prince a une fiancée, mais elle sourit, disant qu'elle l'attend avec impatience. Voyant le prince Harris abattu, Mira se demande avec inquiétude quel nouveau problème a surgi. Mira affiche un sourire confiant et doté de crocs, rassurant le prince que tout ira bien. Le prince Harry lève les yeux, un léger rougissement sur les joues et acquiesce doucement. Mira est complètement frappée par sa charmante réponse, son cœur figurativement transpercé par une flèche. Prenant congé avec un chariot de nourriture, Mira s'excuse joyeusement et quitte la pièce. Plus tard, Lord Gaynard informe le prince Harris qu'ils reprendront leur leçon de magie de la foudre. De loin, Mira encourage intérieurement Lord Harris, lui souhaitant le succès. Suivant l'instruction de Gaynard de saisir le flux de la magie, le prince invoque timidement une énergie bleue crépitante, l'air surpris. Avec une déferlante de puissance, le prince déchaîne avec succès un éclair sur les cibles d'entraînement. Le prince se tourne vers Lord Gaynard, expliquant qu'il comprend maintenant le conseil de Castor et s'excuse pour ses ennuis passés. Lord Gaynard observe avec une expression calme, légèrement surprise. Dans les quartiers animés des serviteurs, Mira est surprise par une soudaine agitation. Mira voit Lord Castor dans la salle à manger, tandis que Lord Gaynard note intérieurement l'insaisissabilité de Castor et la nécessité de l'avoir de leur côté pour l'assassinat. Alors que Mira balbutie, Lord Gaynard s'approche et les salue, elle et Castor, les remerciant pour leur travail acharné. Choquée par sa présence, Mira observe Gaynard demander à Castor de lui passer le sel. Mira remarque que Gaynard retire ses gants pour manger, y voyant une occasion potentielle de se rapprocher.
Guénard évoque le succès soudain du prince avec la magie, demandant à Castor si la cuisine de Mira en est la cause, bien qu'il soit sceptique quant à la capacité de la nourriture de développer un réceptacle magique. Quand Glar demande à Castor son avis, Castor reste silencieux et baisse les yeux. Sans un mot, Lord Castor prend son plateau et annonce qu'il s'en va. Tandis que Castor s'éloigne, Lord Guénard s'interroge sur son silence inhabituel. Mira s'approche de Lord Guénard, lui demandant avec détermination de lui parler de Castor. Une joyeuse illustration d'une jeune fille aux cheveux roses remercie d'avoir suivi le voyage jusqu'à présent. Un œil ardent appelle depuis l'obscurité, réclamant de nouveaux alliés et dirigeant les lecteurs vers la suite de l'histoire. Assise en face de lui, Mira commence nerveusement à interroger Lord Guénard sur Castor. Mira explique sa frustration, disant qu'elle veut se lier d'amitié avec les serviteurs du prince, mais Castor l'évite toujours. Elle remarque le « passage de sel » parfaitement synchronisé, ce qui fait réaliser à Guénard qu'elle les observait attentivement. Guénard révèle que lui et Castor ont travaillé ensemble pendant 20 ans et que Castor est le second majordome du prince, un poste qu'il a pris après que le précédent a été tué par des rebelles. Un flashback montre un jeune Castor nommé serviteur d'un très jeune prince Arise. Mira a une soudaine et horrible révélation, reliant le timing à l'assassinat de la reine. Guénard le confirme, expliquant que l'incident a plongé le royaume dans la rage et ravivé la guerre avec les humains. Il loue la performance impeccable et le talent exceptionnel de Castor, qui ont fait de lui le choix logique pour être le tuteur de l'héritier. Mira demande à Guénard s'il sait pourquoi Castor semble si détaché du prince, et Guénard admet qu'il s'est également posé la question. Guénard explique qu'il ne sait pas ce qu'il y a en Castor, qui traite tout le monde avec la même distance polie. Il précise que le discours de Castor sonne toujours faux, et qu'il esquive habilement toute tentative de mieux le comprendre. Mira baisse les yeux, découragée par la confirmation de la nature insaisissable de Castor. Lord Guénard se souvient soudain d'un incident d'il y a quelques années, surprenant Mira. Il raconte avoir vu Castor tard une nuit, déchaînant désespérément et à plusieurs reprises sa magie sur les terrains d'entraînement, comme pour évacuer une immense frustration. Guénard spécule que Castor a enfoui ses vrais sentiments au plus profond de lui, et avertit Mira de ne pas lui mentionner leur conversation. Changeant de sujet, Guénard taquine Mira sur la façon dont elle a réussi à faire manger le prince, la prévenant que la chance du débutant ne durera pas. Concluant que Guénard n'est pas une mauvaise personne, Mira hésite à lui confier la vérité. Saisir prenant une décision en une fraction de seconde, Mira saisit la main de Guénard, activant son pouvoir avec une déferlante d'énergie violette. Surpris, Guénard fixe leurs mains jointes, se demandant pourquoi elle le saisit soudainement. Tandis que les souvenirs inondent son esprit, Mira s'excuse intérieurement auprès de Guénard, se préparant à sonder plus profondément ses pensées. Dans un souvenir, Lord Guénard et Lord Castor décident d'élever correctement le prince Arise, afin que le roi démon puisse enfin reposer en paix. Un souvenir d'un Guénard plus jeune et déterminé, jurant de soutenir le prince, traverse la vision de Mira, alimentée par son pouvoir. Dans un flashback distinct, Mira, le regard résolu, jure d'éliminer les humains menaçant leur paix et de protéger le roi. Mira demande à Lord Guénard ce qui manque au prince, et un Guénard confus se demande si elle parle de son contrôle sur sa magie. Avec un sourire confiant et creux sur un fond rose scintillant, Mira déclare que ce qui lui manque, c'est de l'amour. Lord Guénard est complètement stupéfait par sa réponse, marmonnant un confus. « Hein ?» Mira explique qu'elle pense que la solitude du prince depuis la mort de sa mère est la raison pour laquelle il ne mange pas, admettant qu'elle n'a aucun rôle officiel dans son éducation. Elle poursuit, suggérant qu'ils ont mis trop de pression sur le prince en s'attendant à ce qu'il soit le prochain roi démon. Mira demande à Guénard d'aider à soutenir son Altesse, proposant qu'ils l'élèvent tous ensemble en l'absence du roi démon. Visiblement ému, Lord Guénard sourit et accepte sincèrement, promettant d'aider de toutes les manières possibles. Guénard remarque que Mira est très mature pour son âge, avant d'ajouter tristement que sa propre fille avait aussi à peu près son âge. Choquée, Mira s'exclame « Vous avez une fille ?» alors que Guénard confirme qu'il l'a élevée seule, en dehors du château. Un doux souvenir de Guénard et de sa fille refait surface alors qu'il pense à quel point il veut revoir sa famille. 5 jours plus tard, Mira se tient sur une place de ville enneigée pour une course, prévoyant de retourner au château une fois qu'elle aura fini. Levant les yeux vers la foule, Mira aperçoit un homme familier aux cheveux orange avec des cornes qui lui fait signe et le reconnaît comme Jasper. Jasper salue joyeusement Mira, déclenchant un souvenir d'eux ensemble enfants.
Alors qu'ils marchent ensemble, Mira dit à Jasper qu'elle a acheté des feuilles de thé rares qui ne poussent que dans la région d'Alkernal. S'approchant du château, Mira taquine Jasper à propos de son accent régional tandis qu'il admire les vraies ambiances de la ville. Jasper suggère un plan pour assommer un garde afin d'entrer, mais Mira note qu'ils auraient besoin de contre-mesures contre la magie de détection. Bang! Soudain, le chaos éclate à la porte principale, alors que deux énormes loups blancs se battent, et un garde leur crie d'arrêter. Jasper et une Mira encapuchonnée regardent, choqués, la soudaine agitation. Mince! Un homme est projeté en arrière, alors qu'une silhouette vêtue de rouge tombe dans les airs au milieu du chaos. Jasper panique, sa mission s'effondrant tandis qu'un minuteur et des formules complexes traversent son esprit, maudissant sa terrible chance. Jasper attrape instinctivement la jeune fille vêtue de rouge, qui tombe dans ses bras, tandis qu'une Mira effrayée observe. À l'intérieur de la porte, Lord Castor et d'autres gardes tentent désespérément de calmer les loups qui grognent. Un homme aux cheveux verts nommé Rigel se précipite vers la jeune fille, Lady Shaula, tandis que Mira réalise avec choc que c'est la fiancée du prince. Alors que Rigel demande qui est l'étranger, Mira panique intérieurement, réalisant que le visage de Jasper est maintenant exposé. Entouré d'une pluie de fleurs roses, un Jasper troublé tient dans ses bras la rousse Lady Shaula. Lorsque Shaula lui demande son nom, Mira invente rapidement une histoire de couverture, alors qu'il se présente comme Léo, incitant Shaula à l'engager de manière décisive. Shaula ordonne à son serviteur, Rigel, d'escorter le nouveau Lord Léo à sa résidence, laissant l'homme stupéfait. Rigel emmène rapidement le Jasper déconcerté, désormais Lord Léo, et le presse vers une calèche, laissant Mira et Shaula derrière. Mira observe avec horreur Jasper être emmené, criant après Léo, et paniquant que sa révélation en tant qu'humain l'implique. Rigel rit doucement et dit à Mira que son ami a fait forte impression, tandis qu'elle reste sans voix. Lady Shaula de la maison Procyon annonce formellement son arrivée au palais pour rencontrer le prince Harry et le roi démon. Le roi démon accueille Shaula, lui demandant de bien prendre soin de son fils, et elle rougit, acceptant avec enthousiasme. Submergée, Mira dresse mentalement la carte des nouvelles relations compliquées entre le prince, sa fiancée, le roi démon et le personnel. Dans le salon, Mira se présente formellement à Lady Shaula comme la nouvelle dame de compagnie du prince Harris. Confortablement allongée, Shaula reconnaît Mira et la remercie de son aide lors de l'incident à la porte. Mira sourit poliment et commente la petitesse des cornes de Lady Shaula. Le prince pense sombrement que Shaula est trop énergique, juste au moment où elle confronte Castor à propos d'une rumeur selon laquelle elle l'épouserait à la place. Castor clarifie en douceur que, bien que rien ne soit décidé, épouser le jeune maître la rendrait tout de même reine un jour. Shaula interroge agressivement le prince Harry sur ses progrès en magie et en escrime, le laissant sans voix. Rigel rapporte fièrement que le prince a récemment touché une cible avec sa magie pour la première fois, suggérant que quelque chose a enfin fonctionné. Lady Shaula ricane, se vantant qu'elle pouvait accomplir de tels exploits quand elle n'avait que 5 ans. Après que leur serviteur annonce le devoir de chaperon, Mira se prépare mentalement pour le moment de rapprochement entre le prince et sa fiancée. Alors que Mira s'inquiète pour le prince, Shaula lui dit de regarder attentivement et démontre sa puissante magie. Avec un léger fredonnement, Shaula déchaîne sans effort un torrent d'éclairs rouges crépitant sur les cibles d'entraînement. HMP. Avec un autre fredonnement confiant, Shaula désarme facilement le prince Harris pendant leur entraînement à l'épée. Oh oh oh! Shaula rit victorieusement en chevauchant un loup massif, poursuivant le prince terrifié et en pleurs, tandis que Mira suit en panique. Alors que le soleil se couche, Lady Shaula se tient seule, une expression calme et sereine sur son visage. Fièrement dressée devant le prince, Lady Shaula déclare que la journée fut magnifique et promet de revenir bientôt. Alors que Shaula salue joyeusement de la main, le prince Harris la regarde partir en silence. Près de la fontaine, Mira se tourne vers le prince silencieux et lui demande s'il va bien. Le prince avoue à Mira qu'il est incompatible avec Shaula, tandis que Mira pense qu'elle est simplement espiègle et volontaire. Il déplore de ne pouvoir se plaindre, car leur fiançailles était une décision politique, le poussant à s'interroger sur la relation de ses propres parents. Il confesse intérieurement n'avoir jamais aimé Shaula et doute qu'elle l'ait jamais aimé non plus. Mira médite sur ses sentiments tourbillonnants, partagés entre sa mission et son désir croissant de voir le prince heureux, de le protéger et de le voir sourire. Une rougeur monte au visage de Mira lorsqu'elle réalise qu'elle veut juste que le prince sourie. Debout à côté de Jasper, Mira se rappelle qu'elle ne peut pas s'attacher à la cible de sa mission.
Jasper serre un cristal lumineux et rassure Mira qu'il va bien. Jasper pense intérieurement qu'infiltrer le service de Shaula était la meilleure chose à faire. Facilitant ainsi son opération, une femme aux cheveux clairs lui ordonne de continuer à envoyer des informations depuis la capitale démoniaque. Une femme aux cheveux roux et aux cornes se demande comment les choses se passent entre Shaula et le prince Harris. Shaula répond d'un air sombre que les choses sont comme d'habitude, tandis que sa mère lui dit de commencer à penser à son propre mariage, au lieu de simplement prendre des servantes. Sa mère lui rappelle qu'épouser la capitale signifie devenir la partenaire de vie d'Harris, ce qui trouble visiblement Shaula. Le père de Shaula conseille la patience, notant qu'il est rare que Shaula ait planifié cette visite elle-même. Le père rit, fou de joie que le mariage de sa fille avec le prochain roi démon assure l'avenir de leur famille. La mère de Shaula médite que si le roi démon est beau, le visage du prince est la perfection. Son père rêve de leur adorable futur petit enfant, tandis que Shaula reste silencieuse. Un flashback montre Jasper, sous l'apparence de Léo, souriant d'un air suffisant et confiant aux côtés de Shaula. Tandis que Mira marche avec le prince et Rigel, elle réalise à quel point les choses sont devenues compliquées et s'inquiète de l'énergie volatile de la capitale démoniaque. Portant un plateau de douceur, Rigel se demande ce qui a pris à Lady Shaula, car elle ne rend visite qu'une fois par mois d'habitude. Rigel spécule que le prince a peut-être impressionné Shaula, mais Harris ricane intérieurement que c'est peu probable. Bam Shaula fait irruption à travers les portes, annonçant avec enthousiasme son arrivée. Saisissant une Mira surprise, Shaula déclare qu'elle veut avoir une discussion privée entre filles, choquant le prince et Rigel. Oust Shaula envoie comiquement le prince et Rigel voler hors de la pièce. Bam, les portes se referment, laissant les deux garçons dehors tandis que Rigel soupire de résignation. Rigel dit au jeune maître de se considérer libre pour le reste de la journée. Le prince Harry lève les yeux avec espoir et demande à Rigel de pratiquer la magie avec lui. Rigel est stupéfait de silence par la demande inattendue du prince. À l'intérieur, Shaula révèle à Mira qu'elle veut parler de Léo. Quand Mira demande si elle a été offensée, Shaula insiste frénétiquement que ce n'est pas du tout ça. Shaula s'extasie sur la sophistication de Léo, rougissant en pensant que son vrai nom est Benny, un métamorphe. Mira remarque sa faible magie et Shaula murmure que ses cornes sont minuscules aussi. Shaula demande si les cornes minuscules sont normales pour son peuple, mais une Mira embarrassée explique que c'est juste une coïncidence s'ils ont tous les deux une faible puissance magique. Shaula explique avec enthousiasme que Léo compense sa faible magie par une incroyable habileté physique, ayant battu tous ses préposés en sparring. Avec une détermination ardente, Shaula serre les poings et déclare « C'est une révolution ». Le cœur de Mira se serre en réalisant à quel point Shaula était prise, mais elle se prête au jeu, admettant qu'il est admirable avant de tourner la conversation pour demander si Shaula admire aussi le roi démon. Tout en décidant en privé de continuer à recueillir des informations, Mira écoute Shaula confirmer avec enthousiasme son admiration pour l'incroyable roi démon. S'imaginant avec le roi démon, Shaula note sobrement qu'il aime toujours la défunte Lady Aileen et ne cherche pas de nouvelle reine, tandis que Mira écoute. Shaula confesse que seuls ses parents veulent ce mariage, son vrai souhait est d'être avec quelqu'un de fort et cool qui n'aime qu'elle. Se souvenant comment Lord Sirius l'a choisi pour Harris, Shaula admet qu'elle veut être à la hauteur, mais sent que le mariage est mal, étant donné la nature du prince. Alors que Mira se sent impuissante, Shaula lui demande quel est son type, seulement pour être choquée que Mira n'ait qu'un an de plus, et n'y ait jamais pensé, la trouvant mignonne. Shaula sourit, admettant que même si l'amour est douloureux, en parler est amusant et la tient éveillée la nuit. Shaula demande si Harriet a du potentiel, incitant Mira à la prévenir avec espièglerie de ne pas tomber amoureuse de lui tout en décidant d'encourager la quête amoureuse de Shaula. Saisissant les mains de Mira avec un regain d'énergie, Shaula s'exclame qu'elle suivra son conseil, déclarant qu'elle aime maintenant Mira après leur première vraie conversation sur l'amour. Un montage éblouissant présente Léo dans diverses poses séduisantes et puissantes. Les yeux exorbités, une Mira horrifiée se demande si cette infatuation accablante est vraiment de l'amour. En partant, Shaula suggère en plaisantant que le prince Harry serait mieux assorti à Mira, faisant un jeu de mots qui laisse Mira complètement confuse. Shaula s'éloigne joyeusement en sautillant, quittant l'enceinte du château. Surprise, Shaula lève les yeux et voit Léo dans un arbre qui la salue et explique qu'il était en train de récupérer du linge qui s'était envolé. Ise d'une puissante traction, Jasper récupère un morceau de tissu des hautes branches. Après avoir atterri, Shaula réalise qu'il tient son mouchoir et propose de laisser les servantes s'en occuper. Shaula insiste pour qu'il lui donne le mouchoir maintenant, outrepassant sa politesse hésitante.
Une Shaola troublée s'insiste que tout va bien. Mais Jasper cède avec un doux sourire, répondant « Comme vous voulez ». Jasper tient le tissu froissé, avertissant doucement Shaola que le porter en public pourrait nuire à son image. Il lui arrange pensivement les cheveux en désordre, lui demandant si son état décoiffé vient d'avoir sauté partout dans la capitale, ce qui pousse une Shaola rougissante à le trouver mignon. La scène se déplace vers une grande bibliothèque, où un seul livre rouge flotte à l'intérieur d'un seau magique lumineux et complexe. Le roi démon aux cheveux d'argent s'approche de la vitrine, tendant la main vers le livre suspendu par magie. Le roi démon identifie le livre comme la chronique des voyages temporels juste au moment où son assistant, Guénard, arrive pour annoncer la famille Procyon. Le roi accepte de les rencontrer bientôt, après avoir demandé si la barrière a été renforcée. Le roi démon confirme que la barrière est maintenue, mais avoue à Guénard son profond conflit, quant à savoir s'il devrait détruire le puissant livre. Un montage révèle que la chronique des voyages temporels est un trésor sacré qui mena autrefois un roi à sa perte, en réécrivant l'histoire, forçant son successeur à le sceller. La narration conclut qu'interférer avec le temps a depuis été interdit, et le livre a été enfermé dans le château pour toujours. Guénard assure le roi démon que son inquiétude pour le livre provient de son admirable sens du devoir et de son souci pour l'avenir de la nation. Il ajoute que l'inquiétude du roi est aussi pour son propre bien. Le roi démon se remémore un souvenir d'une femme magnifique et souriante en robe bleue, entourée de fleurs. S'adoucissant, le roi démon esquisse un léger sourire et remercie son assistant, Guénard. Marchant à travers une colonnade ensoleillée, Guénard aperçoit le prince Harry, étudiant seul sur un banc de jardin. Guénard s'approche discrètement par derrière, méditant sur la diligence du prince, tandis qu'Harry fixe l'horizon avec une expression sérieuse. Boum! Guénard surprend le prince en lui posant une main sur l'épaule, ce qui fait hurler Harry son nom de surprise. Un prince Harry nerveux transpire, reconnaissant l'homme imposant comme le redoutable bras droit de son père, Guénard. Paniquant intérieurement d'avoir effrayé le garçon, Guénard demande maladroitement s'il peut s'asseoir. Les deux s'installent dans un silence tendu sur le banc, tandis que le prince se demande frénétiquement de quoi il est censé parler. Guénard rompt le silence avec un léger sourire, complimentant le prince sur son contrôle magique amélioré. Le prince, surpris, demande si son père a dit quelque chose à son sujet. Guénard hésite en se rappelant le roi déclarant que le pouvoir est l'arme ultime de la nation. Guénard se souvient des mots durs du roi concernant le besoin d'indépendance du prince. Mais un assistant cicatrisé rassure Harry en lui disant que son père était une véritable terreur dans sa jeunesse, il n'y a donc pas lieu de se presser. Un flashback montre un roi démon plus jeune, aux cheveux blonds, criant Guénard, alors qu'il met accidentellement le feu à son bureau avec de la magie. L'assistant poursuit, rappelant comment le jeune roi s'est également retrouvé bloqué en haut d'une tour après avoir mal utilisé la magie de vol. Guénard transpire, pensant que le roi a oublié à quel point ils craignaient tous pour leur vie, et demande discrètement à son collègue de garder le secret. L'assistant encourage le prince à grandir à son propre rythme, lui assurant que les anciens s'occuperont des choses avant d'ajouter comiquement qu'il s'est récemment fait un tour de rein. Touché par leur soutien, le prince Harry esquisse un sourire authentique et joyeux. Frappé par une vague de fierté paternelle, un Guénard les larmes aux yeux est choqué et fou de joie, s'exclamant intérieurement « Il a ri ». Mira apparaît soudainement, commentant le duo inhabituel, tandis qu'un prince Harry heureux l'appelle par son nom. Mira décide de se joindre à eux, suggérant de demander à l'ancien Guénard des nouvelles de Lady Shaola, à sa grande irritation comique. Le prince se tourne vers Guénard et lui demande sincèrement s'il savait ce que sa mère ressentait vraiment pour son père. Guénard insiste passionnément sur le fait que le roi et la reine s'aimaient si profondément que cela faisait rougir les autres, ce que le prince accepte en silence. Mira médite que si le mariage était politique, les mots de Guénard prouvent que leur amour était réel, se souvenant de la belle femme que le roi chérit. Le prince se demande si Shaola et lui pourraient devenir comme ça, alors que Guénard prédit que Shaola deviendra une femme gracieuse, un concept qui déconcerte comiquement Mira et Aries. Guénard encourage le prince, lui disant qu'avec un entraînement continu, il deviendra un homme accompli, car ils sont tous deux encore jeunes. Il ajoute avec un sourire, entendu que les relations se passent souvent bien quand la femme prend les devants. Avec une nouvelle compréhension dans les yeux, le prince remercie sincèrement Guénard pour ses conseils. Se levant pour partir, Guénard assure au prince qu'il peut venir le voir pour tout ce dont il a besoin. Mira donne un pouce levé encourageant au prince souriant, tandis qu'un Guénard satisfait ricane en arrière-plan. Boum boum pan. Dans une autre partie du domaine, une Shaola enragée fait irruption dans une pièce, criant qu'elle en a assez.
Elle fulmine que ses parents ne la voient que comme un outil politique, ignorant complètement ses sentiments et son refus d'épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Dans un accès de rage, elle donne un coup de pied à un tabouret et jure de s'enfuir, seulement pour trébucher et s'effondrer en avant. Il lui demande si elle va bien, mais une Shaola rougissante exige de savoir pourquoi Léo est là. Il explique en s'excusant qu'il ne faisait que réparer la plomberie. Shaola le supplie désespérément de ne rien dire à personne à propos de son explosion, tandis que Jasper contemple froidement des moyens alternatifs pour qu'elle échappe au mariage. Il suggère sombrement que si le prince venait à mourir, les fiançailles seraient annulées, laissant Shaola horrifiée. Il se rétracte rapidement, affirmant que ce n'était qu'une blague, et promettant de garder son secret, à sa grande confusion. Jasper lui offre doucement la main pour raccompagner la Shaola encore étourdie à sa chambre.